remarquer très clairement comment se développe la paroi d'une façon interne et externe. À titre d'appel, l'intine est d'origine gamétophytique, tandis que l'exine est d'origine sporophytique. La même chose au niveau de la paroi noire. On a même suivi l'évolution du cytoplasme avec l'apparition de différentes organiques cellulaires. En milieu, on peut remarquer que le cytoplasme contient seulement des ribosomes. Au fur et à mesure qu'il apparaissent, des organismes cellulaires comme la mitochondrie, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi. Vous pouvez passer aux conclusions. Oui, les conclusions, l'argane est un pollen qui est brolade, de petites dimensions, les apertures sont colportation des lunettes striées. Le pollen possède 5 pores germinatifs de type pentacolpoporal et l'argane accumule beaucoup de réserves de type lipidique et polysaccharidique. Et je peux mentionner que l'argane est plus autonophile que l'aminophile. On peut le discuter. Et merci. Merci, M. Mrani. Ce résultat qui nous donne un peu plus d'informations sur le pollen, considéré comme organe important pour la production fruitière chez l'arganier. Et en attendant ces idées d'installer sa communication, je répète encore pour les intervenants de nous économiser un peu de temps pour pouvoir réserver plus de temps à la discussion que je considère importante et intéressante pour le partage des informations et des connaissances également sur l'organisme. Donc sans trop tarder, Zahidi va nous parler de la vitesse de croissance des caractères de la tige des plantules d'arganier en phase de pépinière. Là aussi, des éléments intéressants pourraient jouer un rôle important dans la conduite future des vergers arganiers qui aujourd'hui suscitent beaucoup d'importance. Et hier, on a assisté à la mise en culture d'un certain nombre d'hectares d'arganiers dans la région de Tiznit. Et probablement, il va y avoir d'autres superficies à planter dans le futur. Et en espérant que les autres plantations seront basées sur des plants beaucoup plus connus et des plants connus, authentiques, stables et aussi performants pour pouvoir contribuer à l'amélioration de la production fruitière d'arganier que je crois en ces derniers temps l'engouement vers les fruits d'argane suscite encore des demandes très importantes. Et je crois que la recherche aussi doit aller vers ce sens pour développer des systèmes de production beaucoup plus performants et beaucoup plus productifs. Donc, je laisse la parole à Zahidi. Bonjour tout le monde. Chers assistants, permettez-moi de vous présenter une partie d'un sujet intitulé Vitesse de croissance des caractères de la tige des plantules d'arganier élevés en pépinière. Bon, le plan d'exposé sera comme suit: introduction, matériel et méthode, résultat et discussion, et enfin une conclusion. Comme en introduction, la croissance de la tige de la racine est spécifique à chaque espèce, reflétant l'adaptation des plantes aux conditions environnementales. Chez les espèces forestières, la production de plantes capables de grandir après transplantation est cruciale dans les programmes de reboisement et de conservation d'un niveau approprié de diversité génétique. La variabilité génétique est une composante fondamentale qui assure la survie et la stabilité des écosystèmes forestiers. Chez les arbres,
les populations naturelles présentent une grande diversité aussi bien moléculaire que morphologique pour plusieurs caractères, à savoir la croissance, la ramification, le rendement fruit en vie. Et ces caractères sont influencés par l'environnement. Chez les plantules d'arganier, pour plusieurs caractères de la tige et de la racine, on note une variabilité très importante, aussi bien intrafamille que entre familles. Notons que intrafamille est très supérieure à celle interfamille. La longueur de la racine et de la tige ont des héritabilités qui sont très importantes. Ça dépasse les 50%. Les plantules originaires du site aride, dans notre étude c'est le site d'Etvera, qui présente des racines pivotantes assez longues, avec un rapport racine sur la tige qui est très élevé. Bon, le déficit hydrique, dans une autre étude, constitue un facteur limitant de la croissance des plantules d'arganier en pépinière et dans le champ. Il induit une nette réduction de la longueur de la tige, du nombre de feuilles, de la surface foliaire et de la biomasse. Même en conditions de stress sévère, certaines familles, surtout de la fleur du site Etvera, ont produit une biomasse importante avec plus de feuilles, plus de rameaux, et ces géantypes peuvent constituer un matériel de base pour la sélection, et soit pour la régénération, soit pour l'organiculture. C'est le potentiel de croissance et la capacité de se ramifier et de produire des feuilles, spécialement au stade jeune. Plantule représente une étape nécessaire pour comprendre la biologie de l'espèce. Notre objectif, c'était d'étudier la vitesse de croissance de la tige croisée. Et ces familles-là peuvent être, pour nous être utiles pour d'ultérieures sélections. D'autres familles, la croissance elle est faible, aussi bien au cours de la phase juvénile que la phase de croisière. Chez quelques familles, la croissance est importante pendant la phase juvénile, mais il devient plus faible au cours de la phase de croisière. Ces résultats seront très utiles pour l'organiculture et l'installation des vergers d'arganies. Le génotype de la famille et celui de la plantule, il détermine la vitesse de croissance des caractères de la tige. La différenciation entre les trois populations n'est pas établie sur la base des vitesses de croissance. Mais il y a une grande hétérogénéité des vitesses de croissance entre les plantules et entre les familles. Bon, il y a deux travaux qui ont été publiés, soit sur le stress hydrique, soit pour la sélection du matériel. Et je vous remercie pour votre attention. Et je m'excuse pour le démarrage en premier. Merci Zaïdi, vous nous avez économisé 5 minutes. Donc sans trop tarder, on passe à l'intervenant suivant, c'est Radius, qui va nous parler de l'évaluation des effets combinés de la fertilisation et du substrat sur le développement des plants d'arganier en pépinière. Donc tous ces travaux contribuent bien sûr au développement et la mise en place d'un nouveau système de culture arganier qui est connoté aujourd'hui comme, à l'instar des autres espèces fruitières, l'arganiculture. Je vous en parle. Sur l'évaluation des effets combinés de la fertilisation du substrat sur le développement des plantes organiques. Le contexte du travail, c'est un petit peu donc, on cherche des recommandations pour les pépinières forestières, surtout quand on sait que actuellement on produit plus d'1 million, dans certaines années on produit même jusqu'à 2 millions de plantes organiques par an dans toutes les pépinières forestières. Donc les superficies qui sont plantées, donc, au début, donc, en 1999, ils ne dépassaient pas 20 hectares. Maintenant, donc, on arrive à des pics avec plus d'1 millier d'hectares par an. Donc, pour cela,
il a fallu un petit peu améliorer les itinéraires techniques de production de plants au niveau des pépinières forestières. Donc, comme vous savez, au début, on produisait des mottes stressées, ensuite on utilisait des sachets de polystyrène. Actuellement, on utilise des conteneurs rigides en surélévation, des substrats hors sol. Donc, tout ça, c'est sûr, il y a un certain progrès actuellement. Donc, vous voyez ici donc, la pépinière de Nara. Donc, on arrive à produire des plants d'assez bonne qualité. Donc, avec surtout, on utilise la pré-germination. Donc, comme vous voyez, il y a une synchronisation de la germination. Mais reste toujours un facteur qui est un maillon faible au niveau de ces productions. Donc, c'est la fertilisation. Donc, on a des progrès un petit peu sur les substrats, sur le type de conteneur. Mais la fertilisation reste au niveau des pépinières forestières de notre région, le maillon qui mérite encore d'être. Donc, c'est pour ça que cette étude est venue, c'est pour chercher un petit peu des recommandations à donner aux pépinières forestières pour améliorer la fertilisation au niveau des pépinières. Parce que rien n'est fait jusqu'à présent à ce niveau. Donc, c'est pas. Donc, comme vous voyez, donc, je passe donc l'origine. Donc, on a utilisé une seule origine de graines. Et pour minimiser la variabilité, on a utilisé aussi donc, un seul arbre. Donc, toutes les graines sont issues d'un seul arbre. Donc, puis voilà, donc on a utilisé une pré-germination. Donc, c'est pas la peine, donc la plupart des gens connaissent maintenant comment on fait germer les graines. Donc voilà. Et pour aussi un petit peu faire la comparaison entre un substrat standard qui est à base de tourbe et perlite, donc on a essayé de le comparer avec des substrats produits localement, donc, comme les composts, le compost de branches d'acacia monocula et le compost de grignon d'olive. Donc les 4 régimes de fertilisation utilisés sont 5 mg d'azote par semaine et par plant. Donc 5 mg d'azote, c'est la même dose que toutes les 2 semaines. Et puis on a utilisé un engrais à libération d'enconage. Donc donc, on a utilisé des engrais utilisés dans le commerce. Donc c'est le 20-20-20 complet avec les éléments. Donc on n'a pas utilisé donc, les éléments de laboratoire parce que nous, ce qu'on cherche, c'est surtout des recommandations pour la pratique. Donc ça aussi, ça existe dans le commerce. Donc c'est un engrais à libération de 3-3-3. Donc c'est vraiment donc, les gens connaissent. Donc, et puis un témoin sur. Donc, étant donné qu'on a donc, le protocole, c'est classique, donc c'est un protocole en split block, donc avec les substrats en premier lieu parcelle, et puis les doses de fertilisation donc en tout, on a utilisé à peu près 1368 plants dans le protocole. Donc voilà, donc la solution mère, voilà le processus, comment on fait la fertilisation. Donc, à partir d'une solution de mer, on donne par seringue à chaque plant l'équivalent de 5 mg d'azote. Donc, les autres éléments, bien sûr, ils sont. Donc, voilà le protocole. Vous voyez ici 3 fois. Donc, voilà les dosages. Donc, je passe très rapidement ceci. Donc, le dosage des éléments, surtout l'azote minéral. Donc, tout ça, donc, c'est pas. Les mesures. Donc, on a fait le dosage des éléments et puis les mesures d'andrométrique des plants à la fin de l'expérience. C'est pour évaluer un petit peu les effets des deux facteurs. Donc, pour le pH, donc, pour les trois substrats, donc, vous voyez qu'ils ont les mêmes tendances. Seuls les deux substrats locaux, à savoir les deux composts, ils ont des pH un petit peu basiques. Et la tourbe, comme tout le monde connaît, il a un pH un petit peu acide. Donc
légèrement ainsi. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer que ces deux paramètres ne constituaient pas d'entrave pour le développement des plans. Donc on a aussi utilisé l'eau d'irrigation. Donc comme vous voyez, tous les éléments sont en quantité qui n'entravent pas le développement normal des plans. Donc vous voyez le dosage des éléments minéraux donc, au niveau des solutions autour de la résosphère des plans, au niveau de la tour de compost de l'olive. Donc bien sûr, avec les régimes de fertilisation, donc, vous voyez donc chaque fois que, bien sûr, chaque fois qu'on donne d'éléments, qu'on apporte d'éléments, donc le dosage nous donne que on remarque aussi que le compost de graines d'olive contient un petit peu plus de phosphore. Donc il contient plus de phosphore que les autres. Pour les caractères, donc, vous voyez donc, le substrat, à la fois le substrat et le régime de fertilisation et leur interaction sont hautement significatifs pour tous les caractères. Donc, c'est la tourbe, donc c'est le substrat standard qui a donné les plans avec les meilleures hauteurs. Et donc, voilà, donc le diamètre qu'on est, donc le branching et le poids sec. Donc c'est toujours la même tendance. Mais bien que ce soit la tourbe qui donne les meilleurs plans, mais les autres aussi, ils donnent des plans de dimension assez satisfaisants. Donc l'évolution des caractères en fonction du régime de fertilisation, donc c'est le régime 5 mg par semaine qui donne les meilleurs plans. Donc, et puis c'est pareil. Donc le pourcentage d'azote foliaire, donc, comme vous voyez, donc c'est toujours le régime de 5 mg qui donne le pourcentage. Et comme vous voyez ici, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le grignon d'olive a donné un petit peu les plants qui sont élevés sur grignon d'olive ont des concentrations foliaires en phosphore plus élevées. Donc voilà. Pour la conclusion, c'est les substrats locaux, donc à base de compost. Donc mon collègue qui viendra tout à l'heure, donc il en parlera plus, je crois. Donc, ils sont bien adaptés pour produire des plants forestiers. Donc si on a les possibilités de le produire en très grande quantité, donc on peut se passer de la tourbe qui est un petit peu chère et qui est donc plus qui est importée de l'extérieur. Donc, la recommandation actuellement qu'on fait, c'est que 5 mg de plomb, 5 mg d'azote, donc un engrais à base de 5 mg d'azote, donc par plomb par semaine, donne des résultats suffisants pour à peu près tous les substrats. Donc voilà, vous voyez donc la vigueur des plants après la fin du développement, donc ça donne des plants d'assez bonne qualité. Et puis voilà, donc bien sûr, toutes ces catégories de plants ont été transplantées donc, au niveau terrain, et c'est à partir de là qu'on va voir donc, le comportement de ces plants pour voir un petit peu confirmer ces résultats. Et je vous remercie. Merci, Cédric. Très bien, vous êtes dans le temps. Donc, votre travail contribue quand même à l'adoption des techniques intéressantes pour le développement des plants pépinières, qui est à la base de l'explantation. Donc, sans tarder, je passe la parole à l'intervenant suivant, M. Bekri, qui va nous parler du développement des substrats. C'est la suite du travail précédent. De substance de croissance et amélioration des techniques de production de plants, des essences agroforestières adaptées aux zones arides. À vous la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous présenter un petit peu le développement des substrats. Donc,
C'est un plaisir pour moi de présenter les résultats de recherche développés dans le cadre de ma thèse à l'Université Laval sous la direction du professeur adjoint du professeur Mohamed Mohamed Hamidi et par l'appui aussi du Haut Commissariat des Eaux et Forêts via son centre de recherche et les filles via son professeur Zéid Hamidi, que je remercie ici infiniment. Comme vous savez, les zones arides représentent 35% de la surface terrestre, abritent 25% de la population localisée dans les pays. Et le Maroc, 93% à peu près de la superficie du Maroc, selon la définition de l'aridité, avec un indice d'aridité inférieur à 0,65 et la dégradation dans les zones arides est quelque chose qui est très constaté, donc c'est la désertification, aridité plus activité humaine. Et la restauration forestière à l'échelle internationale est un objectif et une nécessité, qui est aussi une nécessité pour le Maroc. Et donc, dans des conventions internationales, donc on a programmé 15% de réhabilitation des écosystèmes. Et ils ont recommandé aussi dans la Convention sur la diversité biologique en 2010 au Japon, donc d'utiliser au moins 20% des espèces menacées, ce qui est le cas, je pense, de nos espèces comme l'arganier et le carobier, par exemple. La restauration forestière reste un problème, puisque on sait que même si on prépare bien le sol, même si on fait de l'arrosage, souvent on a des échecs, parfois partiels, parfois totaux. Et pour cela, donc, on sait que le substrat utilisé au niveau des pépinières, qui est à base de minéral, apport de fumier, parfois, et même du compost dont l'origine n'est pas connue, donc donne souvent des substrats très denses. Donc nous avons travaillé sur toutes les pépinières du sud, et la densité moyenne, la masse volumique sèche, est environ de 0,7 à 0,9 grammes par centimètre cube, quelque chose qui peut être utilisé au ministère de l'équipement, mais pas forcément pour la production horticole ou forestière. Et donc, on n'a pas de standard, puisque les substrats changent un petit peu partout. Et il y a aussi la contamination des substrats par les graines de mauvaises herbes et puis des pathogènes parfois. Et donc, la nécessité de chercher donc, un substrat alternatif était l'un des objectifs de notre travail. Et bien sûr, avec ce substrat, l'objectif était de produire des plants de qualité dans des conditions arides. Vous savez, donc, pour résumer donc, le problème des pépinières forestières marocaines, c'est une forte densité. Donc, on a souvent des conteneurs donc, qui pèsent entre 34 kg et 46 kg, qui sont très difficiles à déplacer. L'effritement de la motte et une grande difficulté d'extraction des plantes, donc ce qui fait qu'on détruit les systèmes racinaires, l'envahissement des mauvaises herbes, déformation et insuffisance racinaire et carence minérale sont des problèmes assez courants donc, dans les pépinières. À côté de ça, donc, il faut remarquer que les premières recherches faites sur les substrats d'écriture ont été initiées en Angleterre vers les années 1930. En 1950, déjà, l'Université de Californie donc, a développé le premier substrat artificiel. Et je reviens pour dire que l'Angleterre, maintenant, après 100 ans, donc en 2030, elle s'est fixée d'extraire complètement la tour de tout usage horticole, vu les pressions écologiques et vu aussi que son prix ne cesse d'augmenter. Et donc le Maroc, il est dans la course internationale actuellement. Si nous avons raté la première révolution verte, basée principalement sur la tour, maintenant on peut trouver des alternatives et on a toutes les chances avec les autres pays. Donc on s'est fixé comme objectif, donc, ce qu'on cherche, c'est un substitut à la tour, mais qui soit aussi donc, presque avec les mêmes caractéristiques. Pour la partie chimique, donc, c'est surtout le pH et la conductivité électrique, c'est-à-dire le ton et le sel. Mais pour la partie physique, c'est plus important, donc il faut se fixer une marge, masse volumique sèche entre 0 et 0,3, il ne faut pas passer ça. Une porosité totale qui peut aller jusqu'à 90. Et bien sûr, donc, les dimensions, c'est sur la base d'autres recherches qu'on a fait ça, donc il faut cibler donc, entre 0,8 et 0,6 pour permettre un échange gazeux.
Donc, notre premier, l'un des axes de recherche, c'était sur les substrats de culture de standard de compostage qui ont été publiés dans la revue New Forest. Et le principe était simple. On a pris 3 matières végétales forestières, 3 espèces forestières à croissance rapide. Et à partir de ça, on s'est dit que la matière végétale Eucalyptus gomphocephala va donner un compost Eucalyptus gomphocephala. L'acacia cyanophylla va donner un compost Acacia cyanophylla. Et l'Acacia cyclops va donner un compost Acacia cyclops. C'est tout simplement ça, donc en passant par les processus de compostage les plus simples. Et dont l'objectif, c'était de caractériser les propriétés physico-chimiques, comparer la durée de compostage, les temps de compostage, etc. Donc je passe rapidement pour dire que les recherches ont été faites à Marrakech et que les analyses ont été faites en Scotland à l'Université Laval. Donc le prélèvement de la matière organique, c'est une rentabilisation des opérations sylvicoles pré-commerciales, donc c'est une taille par le bas. Et vous avez devant vous les espèces qu'on a utilisées. Regardez que c'est le modèle qui est le plus important, puisqu'on s'est s'adressé aux Acacia cyanophylla, c'est un modèle à l'international, puisqu'on a plus de 1380 espèces d'acacia et plus de 800 espèces d'eucalyptus. Et donc le modèle qu'on développe est généralisable. Donc 3 périodes de compostage, hiver, printanière et puis été. Donc le compostage aérobie, à découvert, et puis 3 espèces végétales. Nous avons utilisé, étudié 19 variables chimiques des composts, mais nous avons simplifié ça par une première analyse variée par ACP, pour réduire ça à 4 facteurs, et donc le référentiel pour une deuxième ACP, pour faire la typologie des composts. Donc, comme premier résultat, je vous montre là que c'est le premier aspect. Donc, nous avons 2 axes. Nous avons défini principalement 2 axes. Un axe de conductivité électrique. Est-ce qu'il y a le pointeur ici? Pardon. Un axe de carbone total. Cela veut dire tout simplement qu'on peut. Nous avons déterminé 3 types de composts selon la composition chimique. Des composts avec des CE élevés et des pH élevés, et des composts avec des CE élevés et des pH acides, et des CE faibles avec des pH neutres. Et cela juste sur la base de la conductivité électrique, le pH et le carbone total. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre les 19 variables chimiques qu'on a étudiées, mais on peut simplifier le suivi du compostage et la caractérisation du compost uniquement par 3 variables chimiques, ce qui est très important pour les pays en développement. Donc, un pH mètre, et puis un salinimètre, et puis le carbone qui est très facile à utiliser. Donc, on peut faire un traitement de compostage très important, facile et avec suivi en temps réel. Donc, je vous montre ici que sur les 2 substrats, Acacia cyanophylla et Acacia cyclops, nous avons produit des plantes de très haute qualité comparé à la tour vermiculite. Seulement, comme vient de dire mon collègue Ferradus, la tour vermiculite, la référence internationale, reste meilleure, et cela pour des conditions qu'on va expliquer tout de suite. C'est parce que l'arrosage qu'on a effectué a été conçu pour la tour vermiculite et non pas pour les composts, tout simplement. Donc, comme conclusion de ce chapitre, la production de compost est possible toute l'année en zone aride. Le compostage et la qualité du compost peuvent être raisonnablement suivis par 3 variables chimiques très faciles à suivre, donc pH, et conductivité électrique et carbone. Les composts obtenus sont de qualité prédictible et reproductible. Ce qui est très important, c'est qu'ils rendent le processus un processus biotechnologique complètement maîtrisé. Ça veut dire que je peux vous donner la composition chimique des composts avant même que je commence le processus de compostage. Et quatrièmement, les composts ont des propriétés chimiques répondant aux exigences minimales requises pour les substrats de croissance. L'Eucalyptus gomphocephala a donné des pH basiques, et cela c'est normal parce que la station, on le reboit sur des stations calcaires ou sur marneux, donc avec beaucoup de magnésium et de carbone et de calcium. Donc les acacias constituent un bon support de culture, ce qui le fait passer donc, à notre chapitre. L'autre chapitre, donc,
Si on a constaté ces sous-performances des composts, pourquoi? Donc on était allé chercher les variables physiques, et je vais plus rapidement là. Et donc tout simplement, nous avons conçu un cycle de culture avec les deux composts, avec la tour vermiculite, et on supposait que les variables physiques allaient se dégrader. Les variables chimiques, on peut les contrôler sans problème avec la fertilisation ou le lessivage, mais les variables physiques, c'est difficile à contrôler. Donc, cette variable physique ont été étudiées, et toujours avec un modèle mathématique donc, qui est devant vous, donc l'étude des substrats, les dates, etc. Et les relations, la synthèse d'informations aussi, nous avons cette fois-ci à faire avec une autre ACP. La croissance sur les trois types de substrats, toujours avec le vert, c'est la tour vermiculite, le bleu, c'est l'acacia cyanophylla, et le rouge, c'est l'acacia cyclops. Et on constate toujours les performances de la tour vermiculus par rapport aux autres substrats. Donc je passe rapidement sur ça pour dire rapidement, là, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, ce qui a marqué les contre-performances de nos composts, c'est la diminution drastique de la porosité d'aération. Ici, ce que je vous présente, c'est 3 dates. C'est le début de la culture, le milieu de la culture et la fin de la culture. Et la porosité d'air a drastiquement diminué dans les deux composts. Autre chose, donc la conductivité hydraulique saturée des acacias était trop élevée au départ, ce qui explique aussi les contre-performances de nos acacias. Donc nous avons fait des études, donc, parce que c'était des cycles sèches, donc alternés, donc arrosage, et nous avons constaté que le potentiel matriciel des substrats, bien sûr le niveau de sécheresse, était fortement corrélé à l'efficacité d'utilisation de l'eau, potentiel hydrique et potentiel hydrique de base. La photosynthèse, elle, le substrat était déterminé carrément le taux de photosynthèse, et on comprend très facilement cette question-là parce que ce n'est pas seulement l'eau qui est à la base de la photosynthèse, mais aussi c'est la disponibilité en éléments nutritifs. Donc, rapidement, ce qui est important dans ces deux graphes-là, je les passe rapidement, c'est pour vous dire que la tour a bien performé parce qu'il y avait beaucoup de disponibilité en eau au départ. Par contre, les deux composts, il y avait moins de disponibilité en eau. Mais qu'en fin de culture, c'était la porosité d'air qui a influencé les deux composts, et pour cela, donc, ils ont moins performé. Donc, comme conclusion, on peut dire que les composts d'acacia ont permis la production de plantes de carobier de très grande qualité, que malgré la dégradation des composts au cours du temps, aucune variable physique n'a atteint les valeurs qui limitent la croissance du carobier, et qu'en troisième lieu, la différence significative entre les composts a été expliquée par la physique, chose qu'on peut corriger dès le départ, bien sûr en jouant sur une matrice stable et en introduisant d'autres matériaux donc, qui retiennent de l'eau, etc. Donc en conclusion générale, le compostage avec la biomasse forestière, la croissance rapide, notamment les acacias, est un procédé biotechnologique maîtrisé qui garantit la répétitivité des résultats et la qualité des composts, chose que les pépiniéristes justement recherchent. Le compost peut être conduit et vérifié avec deux variables très faciles, le pH et la conductivité électrique. Et en perspective, donc, il faudrait donc, une approche durable facile à mettre en œuvre pour les pays en zone aride qui disposent de ressources limitées. La qualité des composts et des reproductibles, comme on l'a dit, est un très bon support de culture. La chose qu'on peut dire, donc, le message le plus important, que pour le compostage, il n'y a plus de problème. On sait composter, on sait produire avec résultats reproductibles les composts. La course maintenant à l'international, c'est de chercher les stabilités des composts, et c'est la chose sur laquelle maintenant on devrait travailler. Je vous remercie. Merci, Sarah. Alors, je vous propose donc de commencer le débat. Et on va ouvrir une première liste. Et je vous demanderai de poser la question pointue et précise et concise. Et si c'est possible, de nommer l'intervenant pour qu'il puisse répondre à vos questions. Donc,
on va ouvrir la liste. Et je vous demanderai aussi de dire le nom et pour vous inscrire sur la liste, c'est monsieur c'est Moustapha. C'est Rochdi. Monsieur Pascal. Monsieur Pascal. Donc on ferme notre première liste. C'est la Vidine. C'est la Vidine, l'économie forestière d'ingénieur. Donc tout d'abord, je tiens à féliciter les conférenciers pour leur intéressante communication. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout d'abord, je tiens à remercier les conférenciers pour la qualité de leurs travaux. Donc, c'est vraiment des choses très, très intéressantes. Alors, j'ai deux petites interventions. Une remarque d'ordre général, notamment par rapport à deux conférences où on indique dans le titre l'Arganie endémique marocain. Donc sachez bien que l'Arganie existe en Algérie, à Tindo. Donc le mot endémique, il faut le corriger. Donc il n'est pas marocain, donc on dit. Le terme, il faut le revoir. Deuxième remarque d'ordre général, je pense qu'il faut faire attention par rapport aux différences significatives statistiquement. Vous savez, il est toujours intéressant d'exprimer une différence en termes de leur ampleur par rapport aux témoins. Vous savez que certains disent que la statistique, c'est la technique pour leurrer un petit peu des résultats, mais il faut faire attention. Donc, il faut toujours montrer l'ampleur des résultats. Donc, ça, c'est important. Des différences. Et maintenant, j'ai deux questions. La première question, je dirais, une question par rapport au travail sur le stress. La deuxième conférence, c'est ça? Donc c'est par rapport aux contributions à tolérance à la sécheresse qu'il a gagné. Le travail, il est intéressant, mais je suis resté sur ma faim parce que le conférencier n'a pas indiqué un petit peu le degré de stress atteint par les plantes en termes de potentiel hydrique de base. Quelles sont les valeurs qui ont été enregistrées? Ça, d'une part. De l'autre part, le chercheur n'a pas mesuré le potentiel hydrique du Midi. Et ça, c'est une petite lacune. Parce que les deux paramètres peuvent déterminer ce qu'on appelle l'amplitude de variation de l'amplitude hydrique, du potentiel hydrique à l'échelle du jour. Et c'est un très bon indicateur de l'intensité des échanges gazeux à l'échelle d'une journée. Ça, c'est... aussi, je pense que ces deux paramètres permettent de déterminer ce qu'on appelle le potentiel hydrique critique. Le potentiel hydrique critique, c'est un seuil. C'est très important, c'est physiologique, qui nous donne une idée sur l'ampleur de la résistance ou de la sensibilité d'une espèce par rapport au stress hydrique. Donc ça, c'est... Bien sûr, on peut lier ces paramètres aux autres paramètres qui ont été mesurés, à savoir la simulation photosynthétique, la conductance, la transpiration. Il y a d'autres paramètres de toute façon, on peut en discuter après si vous voulez. Donc ça, c'est pas pourquoi. Deuxième remarque aussi, donc le collègue qui a présenté la vitesse de croissance des caractères de la tige, il me semble que j'ai vu la longueur du collet. Ça, c'est le diamètre au collet. Il n'y a pas de longueur de collet. Il me semble que j'ai vu longueur du collet. Ça, c'est le diamètre au collet. Donc, j'ai vu sur le... peut-être que je me trompe, mais il faut vérifier. Il me semble, mais il faut vérifier. Là aussi, peut-être une petite remarque par rapport au concept de sélection. Il faut faire très attention. Je ne suis pas un généticien, mais quand même, bon, je lis par-ci, par-là. Certains concepts de génétique appliqués à l'horticulture, etc., à l'arboriculture, ce n'est pas la même chose par rapport aux essences forestières. Les essences forestières, à travers leur évolution au sein des écosystèmes, ils maintiennent une certaine diversité qui est garant de l'adaptation de l'espèce dans différentes stations. Donc si on cherche à homogénéiser à partir de quelques familles, sélectionner des espèces, des clones performants
et puis à proposer leur plantation sur le terrain, ça c'est très dangereux. Il faut faire attention. Hein. De toute façon, on peut en discuter par la suite si vous voulez. Troisième, enfin, une petite question assez douce, enfin un petit commentaire, mais il peut me répondre. Je pense que j'ai vu un petit peu la réponse dans l'exposé de Sibkri, c'est par rapport au pH. Je pense que le pH des substrats de Sibkri et de ces douce était un peu basique. C'est ça. Donc ça, il faut faire attention. Je pense qu'on a eu des explications avec Sibkri qui a donné des normes. Je le remercie pour ce rappel. Et merci. Merci. Je crois qu'on va poser toutes les questions et puis les réponses suivront par la suite. C'est Moussa. Merci. Rapide des séances à Agadir. Ma question s'adresse au docteur Bakri. Je félicite pour son apport. Alors, je voulais savoir juste concernant les paramètres retenus pour le suivi de la qualité du produit composté. C'est très bien de retenir le pH, la conductivité électrique et le carbone total, mais je pense que le rapport carbone-azote, c'est inévitable. Comment il peut nous convaincre qu'on peut s'en passer de ce paramètre? Et merci. Question suivante. Oui. Concernant la sélection vis-à-vis de la contrainte saline et du gaz hydrique, est-ce que les cales qui ont été sélectionnés in vitro ont pu régénérer? Est-ce qu'il y a eu des essais concernant les régénérations et les régénérants au plus? Pour une deuxième question, c'est pour M. Zahidi. Je voudrais savoir, pour la distinction des deux phases de croissance, vous avez déterminé jusqu'à 5 mois phase juvénile, puis de 6 à 12 mois phase de croisière. Est-ce que c'est cette distinction dans le temps, 6 mois, premier 6 mois, deuxième 6 mois, est-ce que il peut avoir un rapport avec les conditions dans lesquelles vous avez travaillé? Est-ce que moi, quand je fais par exemple une expérimentation à Kinitra, sur un autre site, dans d'autres conditions, est-ce que vous croyez que c'est valable les 6 mois? Et merci. J'ai peut-être travaillé sur les grains de pollen. Donc, oui, d'accord. Concernant les grains de pollen, j'ai admiré votre technique pour faire des observations microscopiques à différents niveaux. Je pense qu'en même temps, quand vous avez fait du microtome, vous avez probablement coupé des ovaires transversalement et vous avez quelques notions. Des antennes. Pardon? Ce sont des antennes. Oui, d'accord, je sais bien. Je veux dire par là que vous n'avez pas coupé que les anthères, vous avez peut-être coupé aussi les fleurs. Puisque vous évoquiez le contrôle génétique de la mise en fonctionnement des anthères et donc de la maturation du pollen, que vous avez admirablement exposé, je veux simplement dire que vous avez fort probablement des projets concernant le développement carpellaire. Est-ce que vous avez aussi une vision théorique des phénomènes qui les induisent, bien sûr génétiques, puisque on sait que le contrôle génétique se fait par des gènes de développement de la morphogénèse florale. À ce niveau-là, avez-vous des exemples dans le genre ou dans la famille des sapotacées qui vous conduiraient à une liste d'hypothèses concernant le nombre de carpelles qui existent à l'origine ou qui se développent après fécondation? Merci. Essayez de vous allonger. Sur la question de M. Zedavidi, qui parle sur la question de potentialité, en fait, plutôt malheureusement, je n'ai pas affiché tous les résultats de façon statistique et numérique, parce qu'on travaille sur une panoplie de paramètres qui dépasse 60 paramètres, donc c'est un problème technique de afficher tous les résultats pendant cette présentation. Donc revenons aux mesures de potentialité. En fait, nous sommes limités sur le potentialité de base, parce qu'ils sont très intéressants du point de vue physiologique,
parce qu'on a essayé de faire une mesure en parallèle, c'est-à-dire la condensation somatique et le potentiel hydrique en même temps, parce que si on arrive de faire le potentiel hydrique de midi que vous avez parlé, déjà, les stomates ne vont pas donner des résultats assez significatifs parce qu'ils sont déjà fatigués, parce que toute la journée, toute la matinée, ils s'ouvrent et se ferment. Donc, les résultats obtenus ne seront pas très significatifs. Revenons au terme de proprement dit des valeurs obtenues. Nous avons atteint des valeurs qui arrivent à moins 3,5 jusqu'à moins 4 et quelques, surtout chez les petits pourcentages qui semblent très tolérants vis-à-vis des 4 espèces étudiées. Et donc, toujours, si on voulait bien sûr étudier le potentiel du midi, si on veut essayer de faire une étude comparative pendant la même journée. Donc, nous avons essayé seulement d'essayer d'étudier un ensemble des paramètres, et surtout de faire les mesures en parallèle, comme je viens de parler, de la condition somatique et de potentiel hydrique en même temps. J'espère que j'ai essayé de vous... Merci. L'intervenant suivant. L'intervenant suivant. Vous avez des questions, c'est la part de Vous avez des réponses à donner? Oui. Évidemment, nous avons essayé de réaliser des essais préliminaires en utilisant l'hormone connue pour la régénération des cases, le type diazoran, le DSL, mais on avait pu développer que certaines feuilles un peu vitrifiées. Donc on s'est dit que peut-être on s'est basé sur des doses fortes en cytokinin, et c'est là où j'ai arrêté. Très bien, merci. Intervenant suivant. Je commence par la réponse de M. Zilabidi. Bon, comme vous avez raison, c'est le diamètre Nicolet, M. Français. Mais concernant le mot sélection, peut-être c'est le cumul d'un travail depuis 1993. J'ai commencé avec Mme Beni Amer et maintenant avec mon professeur, M. Moustak. Donc on a presque répertorié plus de cinquantaine de caractères morphologiques sur lesquels on retrouve presque les mêmes génotypes, les mêmes arbres qui ont des performances. Et même, je remercie également M. Filatos qui a eu le courage de commencer le travail avant moi sur le fruit. Donc on a sur les fruits, sur le stress hydrique, sur la croissance, la production des feuilles. Donc plusieurs caractères et on retrouve presque dans 90% les mêmes génotypes qui présentent ces qualités supérieures. Et ces génotypes-là, pourquoi ne pas les multiplier, parce que dans le cadre de l'agriculture, donc il faut installer des vergers avec quel matériel génétique. Si on a un matériel génétique qui a des qualités supérieures, ils peuvent être bénéfiques, ou ils peuvent être utilisés comme un germoplasme pour l'amélioration. Bon, nous n'avons pas le terrain. Si on a le terrain, peut-être on peut suivre l'expérimentation et peut-être répondre à ce que les essences forestières ont cette possibilité, et pourquoi ne pas les mêmes. La plante, il commence à se limiter, donc à partir de la base, et seule la partie apicale qui reste verte. Et à ce moment-là, c'est peut-être le bourgeon apical qui domine la croissance de la plante. Bon, peut-être ça nécessite d'autres études beaucoup plus poussées pour dire qu'on a ce que pendant cette période-là, est-ce qu'il y a suffisamment d'intervention d'autres facteurs de croissance. Bon, je ne suis pas physiologiste, mais j'ai peut-être un constat. Autre chose, on a vu dans notre étude que les 5 premiers mois, ils sont très sensibles aux physaries, à l'attaque champignon. Alors qu'après les 5e mois, donc il n'y a pas d'attaque. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres réponses? Oui. Merci, monsieur. Je suis très ravi de répondre à votre question. Seulement, je veux seulement noter que l'étude au niveau de l'orthogénie de grains de pollen n'est pas terminée. Elle est
reste beaucoup de choses à faire. On vient de recommencer de travailler sur le pollen à différentes étapes. On a programmé de travailler sur le JDC. On n'a pas de résultats maintenant. On a des références pour l'olivier, parce que l'équipe est liée au niveau de l'olivier. Seulement, je peux dire que ça peut être un projet dans le futur proche. Non, en fait, ma question, si je peux me permettre de... Oui. Ma question fait référence à des pseudo-travaux d'autres États qui sont très discrets sur les résultats qu'ils ont. Je veux parler donc d'un État qui est dans le Moyen-Orient et qui est donc pour nous une limite et un concurrent potentiel, enfin pour nous je veux dire, pour le Maroc, un concurrent potentiel de ces recherches écophysiologiques et en même temps appliquées. C'est simplement vis-à-vis de ces collaborations qui sont très difficiles à obtenir que je voulais savoir si vous étiez suffisamment à jour de voir l'application de ce genre de personnes, de ce genre d'État. Bon, voilà juste ce que je voulais dire. Je parle en mon nom. Je suis donc un enseignant qui a été chercheur à l'université d'Agadir et qui a formé des professeurs. La deuxième session sera à 11h. Il faut qu'on essaye d'aller rapidement. J'ai juste une petite question adressée par le professeur. Oui, j'ai triché. En fait, ma recherche était surtout pour simplifier. Le compostage, maintenant, on sait le faire, c'est un procédé biotechnologique et il y a une séparation nette. Maintenant, on parle de procédé, c'est pas un procédé de recyclage, c'est vraiment un procédé biotechnologique. On connaît les ingrédients de départ et on connaît le produit final. Mais dans mon exposé, j'ai insisté sur 3 variables chimiques sur 19 qu'on a étudiées. Le pH, la conductivité électrique. Mais dans l'autre axe, effectivement, vous avez bien vu, il y avait le rapport carbone sur azote et il y avait le carbone. Or, le carbone sur azote, ça demande un laboratoire pour le faire. Par contre, le carbone, on peut l'estimer. Et donc, grosso modo, et d'une manière raisonnable, on peut suivre le compostage avec 2 variables, la conductivité électrique et le pH. Merci, Sylvie. Alors, restreinte, 1 à 2 questions. Parce qu'il y a une autre session à 11h, il y a la pause café juste après. Donc, c'est parce qu'il a demandé depuis tout à l'heure, c'est Palais, Azizi. Une dernière, c'est Moutari. Siboudra et Moutari. Donc, je crois que on va faire médailliste. Alors, c'est Palais. Non, tout d'abord, c'était une qualité, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il avait dit. Quand on fait une étude physiologique, surtout au niveau de stress hydrique, le potentiel hydrique de midi et le potentiel hydrique de base, ils sont très importants. Parce qu'on peut avoir des plantes qui ont le même potentiel de base, mais qui réagissent différemment au cours de la journée. Donc, je pense que comme il a dit Cécile Abidine, quand on mesure le potentiel hydrique de base et on mesure le potentiel hydrique de midi, c'est sur le rapport qui va nous donner le potentiel hydrique critique qui va nous permettre de dire est-ce que la plante elle est stressée ou est-ce qu'elle n'est pas stressée. Est-ce que la plante, est-ce qu'elle supporte la sécheresse ou est-ce qu'elle ne supporte pas la sécheresse. Comment est-ce que cette plante va agir à un stress hydrique. Est-ce que c'est par la fermeture de stomac? Est-ce que c'est par le manque d'évaporation? Vous ne pouvez pas dire qu'on a simplement fait ça et vous dites que ce type-là il est stressé, ce type-là n'est pas stressé. Je pense que la question a été posée pour vos études futures de faire cette étude-là. Parce que même si votre plante, vous mettez la pince pour mesurer la photosynthèse, pour mesurer la compétence stomatique, les stomates, eux, ils sont indépendants de ce que vous leur faites subir. Ils sont simplement, leur action est dictée par le gène de la plante. Est-ce que c'est une plante qui va ouvrir ses stomates pendant les heures les plus chaudes, donc il va évaporer plus, ou est-ce que ce sont des stomates qui vont être fermés?
Et ensuite, ça dépend aussi de la taille des stomates. Est-ce que ce sont des stomates qui sont très grands, très petits? Est-ce qu'ils sont enfoncés dans la couche périphérique ou dans l'épiderme de la plante? Est-ce qu'ils sont en surface, etc. Et merci. Non, une petite remarque, s'il vous plaît. Une petite remarque à ce propos, parce que les cultures ont été conduites dans des salles de culture avec photopériode et température contrôlées. Oui. Donc on change un peu de... Mais non, mais même si vous faites ça, je pense que la génomique de la plante, elle indique, parce que chaque plante, moi j'ai fait l'étude de voir les stomates au niveau de l'arganier, vous voyez bien que les mêmes arganiers, dans des conditions différentes et dans les mêmes conditions, ils vont avoir des stomates qui vont réagir différemment. En fonction du génome de la plante, en fonction de... on n'appelle pas en fonction de l'écotype, parce qu'on ne parle pas de type ou d'espèce, en fonction de l'écotype de la plante, ils vont réagir différemment. Parce qu'il y a l'horloge physiologique, mais il y a le patrimoine. Oui, c'est ça, d'accord. Bien sûr. Tout à fait d'accord. Merci. Donc, je vous prie de passer directement à la question pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Vu les conséquences économiques et socio-économiques de l'arganier au Maroc, et ça c'est très important. Donc la première question, j'allais dire la même chose à peu près, parce que le stress, vous pouvez le mesurer par des réactions instantanées, mais le vrai stress c'est sur le long terme. Ça, c'est très important. Donc, j'aimerais bien savoir, dans ce sens-là, si vous avez des projets d'effet de ces stress sur la productivité, sur les fruits, sur le long terme. Parce que ça, c'est très important pour la valorisation. Donc, pour la première présentation, j'aimerais bien savoir une réponse très simple sur le choix des cales. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir les mêmes résultats si vous avez choisi des cales sur une autre région? Okay. Pour la deuxième présentation, je suis vraiment resté sur ma faim, parce que je m'attendais à avoir une superposition des réponses pour avoir quelle région qui nous donnait les propriétés les plus adaptées pour des futures exploitations. Je passe à la partie, pour moi, qui est très très intéressante, c'est sur le pollen. Et c'est vraiment très important d'aller sur ce sens-là, parce que c'est là où ça se fait, toutes les propriétés qu'on aura par la fin, ça vient de cette partie vitale. C'est le début de la chose. Donc j'aimerais bien savoir, parce que vous avez sur l'introduction parlé que vous avez travaillé sur l'olivier. J'aimerais bien, parce qu'on comprend très facilement quand on fait des comparaisons. J'aimerais bien avoir une petite comparaison, vu votre expérience avec l'olivier. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme point critique sur la différence entre l'arganier et l'olivier? Donc, pour la dernière présentation, je peux comprendre le choix de l'acacia, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Donc, des arbustes qui sont répandus un peu partout au Maroc. Est-ce qu'on est limité à l'acacia? Merci. Ingénieur. Donc moi j'ai une petite réaction par rapport au travail de Sizaidi. Sizaidi qui a fait une étude, donc il a essayé donc de caractériser sur le plan génétique la croissance de jeunes semis de l'arganier. Et il remarque que l'héritabilité au sens strict donc, est bonne pour la hauteur et le diamètre au collet, et il propose donc d'installer une arganiculture. Alors que l'arganier, on ne le sélectionne pas uniquement sur la croissance, mais ce qui nous intéresse, c'est sur la qualité des fruits, la quantité de fruits, la qualité des huiles, etc., etc. Et je pense que la meilleure façon de recommander des variétés s'effectue à la base de sélection sur des caractères commerciaux, tels que la quantité d'huile, la qualité d'huile, la qualité de fruits, etc., etc., et non pas sur des caractères de croissance juvénile, parce qu'on n'utilise pas l'arganier pour produire du bois, on utilise l'arganier pour produire de l'huile de l'arganier. Donc je vous remercie. Bonjour, merci pour les conférenciers, merci pour les organisateurs. Je voulais juste intervenir pour, disons, donner quelques remarques. Je n'ai pas vraiment de questions
mais j'ai des interventions sur les différentes... j'ai des remarques sur les différentes interventions. Pour la première intervention sur le micro-bocurage, d'ailleurs je félicite la doctorante, c'est vraiment un travail intéressant. Et donc, ça répond aux objectifs actuels de l'USOA. J'ai juste une remarque sur la sélection. Je ne sais pas si on m'entend bien. Pour les gens qui travaillent sur la multiplication générative et la multiplication végétative, il faut savoir que la multiplication végétative n'est pas le moyen pour développer la résistance, sauf si on fait une sélection pour une résistance particulière génétique. La méthode par multiplication végétative, certes, est une méthode bonne pour sélectionner le caractère, mais elle transmet ce que vous lui donnez. Ça veut dire que si un plan, si on ne fait pas l'état sanitaire, il ne contrôle pas, on n'a pas un système de certification très très bien connu, on peut transférer par exemple un virus ou quelque chose. Donc c'était une erreur dans l'exposé, je dois le dire. À part ça, je suis très intéressé par les travaux, c'est intéressant, bien sûr. Pour ce qui est de... Marani, je ne comprenais pas les différences entre familles, les différences entre groupes, mais ce n'est pas important, donc on peut en parler après. Je reviens sur le travail pour la hauteur. Déjà la question il y avait la remarque sur la description des caractères de qualité. Moi je pense le travail qui a été fait sur les plans en pépinière, quand même est justifié, parce qu'on développe la pépinière, on développe des caractères de plans. Là, on pourrait peut-être... on ne discute pas les caractères génétiques. Bien sûr, quand on fait la sélection, on fait la multiplication végétative, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir comme plan. Vous sélectionnez des caractères génétiques, vous voulez les transférer, il faut utiliser la méthode végétative, mais une fois en pépinière, vous ne pouvez rien avoir si vous n'avez pas un système de production de qualité. Donc, vous êtes obligé de décrire des systèmes, donc d'identifier les caractères sur lesquels vous travaillez, quelles sont les qualités de vos plans. Mais là, j'ai une remarque. C'est vrai, la hauteur, c'est pas est-ce que c'est le bon caractère cherché en pépinière. Non. Là je suis en complète accord avec les gens qui parlent des caractères à étudier. Et là, c'est le rôle de gens qui travaillent sur les pépinières, parce que vous n'avez la hauteur. Est-ce que les forestiers cherchent la hauteur? Non. Tout le monde cherche un bon plan. Un bon plan, c'est d'abord le calibre. Un plan trapu, un plan vigoureux. Qu'est-ce que c'est que la vigueur? Donc là, il faut vraiment proposer dans les recommandations à travailler sur la qualité des plans. Pas sur la hauteur, mais sur la qualité. Et définir quels sont ces critères qu'on veut pour les plans. Un plan transplantable, un plan résistant. Là, le travail sur le stress m'a beaucoup plu, mais on aura peut-être le temps d'en parler. On n'a pas le temps, bien sûr, de discuter tout, mais c'est des travaux qu'il faut vraiment aborder. Et je suis aussi un peu d'accord avec la question qui était posée sur le cal. Pourquoi choisir un cal et travailler sur la résistance au stress au niveau osmoticone? Ça veut dire en travaillant sur le développement de résistance physiologique. Parce que la résistance, chez l'arganie, elle est développée déjà. Il faut déjà, sur le plan génétique, déterminer les caractères de résistance sur l'arbre. L'arganie est un arbre qui a une multitude de facettes de résistance. Il fuit la résistance, il tolère la résistance, il résiste il résiste. Pourquoi? Comme vous voyez, le système racinaire, c'est un modèle qui nous apprend beaucoup. On doit apprendre chez l'arganie. Ce n'est pas nous qu'on va faire des choses pour l'arganie. Si on arrive juste à travailler sur juste le système racinaire, c'est déjà quelque chose de très important. La chute des feuilles, par exemple, l'abscission, ces facteurs physiologiques. Je m'excuse. La physiologie de l'arganie, la chute des feuilles, c'est un autre phénomène de résistance, de tolérance, de fuite. Ce phénomène est à étudier. La présence des lichens. Là, maintenant, j'étais à l'autre salle, vous étiez en train de parler de ça. C'est très important d'écouter aussi d'autres gens qui travaillent sur d'autres aspects. Il y a plusieurs phénomènes dans l'arganie. Cet arganie est une richesse. On doit comprendre les phénomènes. Bien sûr, le travail sur le stress, c'est-à-dire l'amélioration génétique, est important.
Mais seulement... D'accord, je termine. L'aspect, c'est un seul aspect. Mais il doit être fait. C'est à encourager, mais seulement, on doit commencer par le commencement. Chez lesquels et je termine sur les substrats. Les substrats, bien sûr, Acacia sanophila, pourquoi pas le cactus. Nous, on a un travail d'institut sur le cactus cette année. Pour les gens qui veulent savoir, on a 2 travaux sur le cactus, sur les fibres de cactus, et les gens développent le système. Merci beaucoup, je voulais juste intervenir pour en parler un petit peu. Merci. Très brièvement, vous avez tout à fait raison. Donc, mais je vous invite à suivre peut-être demain la deuxième communication. Nous avons travaillé sur, il y a presque 6 publications, donc qui ont touché tout l'aspect fruits, la production, le rendement durant 5 années, le rendement en huile, ces caractères qui sont très recherchés par les gens. Mais, donc, on cherche toujours la fin, mais on oublie le début. Donc il faut avoir des plans, et je remercie M. Mourtari, des plans très vigoureux qui peuvent tolérer des conditions environnantes qui changent au fur et à mesure. Donc si on arrive à produire au stade plantu, au stade pépinière, des plants capables de s'adapter à ces conditions, à ces changements-là, donc on peut espérer vers la fin avoir un produit final qui est le fruit, vu que nous avons déjà implanté un matériel qui est capable de grandir et de produire des feuilles, parce qu'on ne peut pas parler de fruits sans parler tout d'abord de la production de feuilles au départ. Et je vous remercie. Vous pouvez consulter les 6 publications sur tous ces aspects de rendement en fruits et en huile, depuis le début jusqu'à la fin. Je vous remercie. L'intervenant suivant. La réponse à la première question, de faire une comparaison entre l'olivier et l'arganier. Moi, je peux dire la comparaison au niveau de pollen ou au niveau de l'antère. L'antère de l'arganier est très petite. La production de pollen est très faible. Le pollen est de très, très petite dimension. Tandis que pour l'olivier, l'antère elle est grande, il produit plusieurs grammes de pollen. C'est très facile d'avoir beaucoup de matériel de la même étape du développement. Ça veut dire un matériel suffisamment pour travailler au niveau biochimique et au niveau moléculaire. Ce n'est pas le cas pour l'arganier. Le pollen de l'arganier possède plusieurs matériels qui est le résultat de la désintégration du tapetum, le pollen kit qui joue un rôle très important dans le dialogue moléculaire entre le grain de pollen et le stigma. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je pense que le grain de pollen de l'arganier est plus entomophile qu'animophile. C'est le contraire qui est dans la biographie, mais on peut le discuter. Je ne sais pas, pour M. Mourtari. Vous venez de dire que c'est plus anémophile ou bien plus entomophile? C'est ce qui est dit dans la biographie. Parce que vous venez de dire que c'est à l'inverse de ce qui est dit en biographie. Moi, je pensais qu'ils disent que plus on... On est tous d'accord que c'est l'entomophilie qui est... Ah oui, c'est bon. Bien, la réponse à M. Mourtari, c'est la raison pour laquelle j'ai donné une introduction un peu détaillée pour expliquer le grain de pollen, qui est un système isolant formé de 2 cellules, cellules génératives et cellules germinatives, cellules végétatives qui conditionnent le développement du grain de pollen et la germination, et la cellule germinative qui a pour rôle la production de 2 cellules spermatiques. Je n'ai pas posé de question sur le pollen, c'est pas moi. C'est la réponse pour celui qui a posé la question. Ce qui dit ontogénie de grain de pollen, c'est de passer de l'extérieur vers l'intérieur, de la paroi et du cytoplasme. La paroi, on a 2 parois non aperturales et aperturales. C'est-à-dire qu'on doit suivre le développement de la paroi non aperturale des différentes étapes et aussi de non aperturale. La même chose pour le cytoplasme. Je m'excuse. Merci. Il y a une autre intervenant. Juste
répondre à votre question. Bien sûr, on ne peut pas obtenir les mêmes types de cales en changeant d'arbre, mais normalement, le principe de la procédure de sélection, c'était de diviser le criblage afin qu'on puisse isoler des cales tolérantes. Bien évidemment, il va y avoir des différences entre les... Donc, notre intervenant. Merci. D'abord, je suis profondément désolé parce que les organisateurs viennent de m'indiquer qu'une des cartes faisait une séparation entre le Sahara marocain. Et là, je suis profondément désolé, c'est pas fait exprès. C'est une carte que j'ai glissée ce matin. Et je tiens donc à m'excuser pour cela. Pour la question de notre collègue concernant pourquoi le choix des acacias et des eucalyptus, parce que c'est un modèle. Les acacias sont présentes un petit peu partout dans le monde, avec plus de 1400 espèces, et ce sont des espèces à croissance rapide, fixatrices d'azote qu'on peut même professeur Finali. Et c'est aussi des espèces qui contiennent de la lignine et de la cellulose, chose qui donne, parce que le compostage qu'on a fait ici, c'est pour avoir des substrats de croissance et pas du fumier ou de la matière organique, c'est franchement pour avoir des substrats de croissance. Donc, encore une fois, je suis désolé. Merci. Donc, il sera retiré. D'accord. Merci. Merci de votre remarque pertinente. Donc, on doit clôturer la séance parce qu'il y a une séance imminente à 11h. Et par cette occasion, je remercie les intervenants de la qualité de leur exposé et aussi de la richesse en informations très utile, aussi bien pour côté scientifique et également côté pratique. Et je remercie surtout l'assistance qui a bien voulu, qui est très intéressée aussi par leurs questions et leurs compléments d'information. Et je vous remercie.